bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui s'appelle Souffrance au travail et idéal professionnel avec mon invitée, la première invitée de la chaîne Psycho pour tous, Patricia Vallée, qui est donc docteur en psychanalyse, qui est également formatrice à l'Institut régional du travail social de Montpellier. Donc nous avons été collègues pendant 15 ans à l'IRTS. Et qui a également un cabinet et qui accompagne des personnes, notamment qui sont dans la souffrance dans le travail. Donc, nous avons déjà réalisé une vidéo avec Patricia, une version longue qui fait environ 30 minutes sur la souffrance au travail. Et donc, vous pouvez regarder tout à fait, je mets le lien dans la description ainsi qu'en fin de vidéo. Et là, nous allons faire une version un petit peu plus courte, avec les différentes pistes à investir quand on a des difficultés dans le travail et qu'on veut s'interroger sur sa relation au travail, éventuellement une éventuelle souffrance au travail. Alors Patricia, lorsque tu reçois des personnes dans ton cabinet, que tu accompagnes des personnes qui sont en souffrance, quelles sont les différentes pistes que tu peux investir avec les personnes que tu accompagnes dans ton cabinet dans le Gard ? Donc, c'est vrai que la première piste que j'investigue, c'est le rapport de la personne à son travail pour bien distinguer le rapport au travail et les relations de travail. Parce qu'il me semble que c'est un point qui est souvent dans des formes de confusion. Bien, donc pour la première branche de l'étoile, tu m'expliquais que tu travailles, donc tu accompagnes les gens notamment à la distinction entre le travail et les relations de travail. Donc concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Moi, par exemple, quand je travaille comme ça avec des patients, eh bien, je leur demande, justement créativement, comme vous avez déjà vu, j'utilise des galets ou j'utilise des aimants sur un tableau, je leur demande de se représenter dans l'organisation. Et de voir, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont ils se représentent l'institution. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo de ce que j'ai pu déjà en analyse de la pratique, par exemple, ou avec quelqu'un en individuel, je vais vous mettre une photo, par exemple, de ce que j'ai pu faire. Et toi, par exemple, comment tu fais ? Qu'est-ce que tu utilises éventuellement qu'est-ce que les gens pourraient utiliser comme outil ? Oui, alors par exemple, je propose une cartographie des relations de travail. Comment la personne appréhende et peut cartographier la place de la hiérarchie, des différents niveaux hiérarchiques, la place des collègues, la place des partenaires, tout ce réseau des relations de travail avec des couleurs, par exemple. Les vertes sont des relations positives, les rouges sont des relations épouvantables, conflictuelles ou très difficiles à supporter, avec souvent ce sentiment d'une hiérarchie un peu harcelante, etc. Voilà, souvent ça commence comme ça, cette cartographie des relations de travail, qui est du côté de la plainte et de la souffrance au travail. Ça commence souvent comme ça. Et pour aider la personne à distinguer ses relations de travail, telles qu'elle les ressent, telles qu'elle les vit du côté d'une difficulté, avec une autre feuille où je lui demande d'écrire finalement son travail. Écrire et décrire ses fonctions, ses activités. Et là, ça permet de distinguer justement les relations de travail et le travail prescrit, le travail réel. Donc comment elle s'appuie sur une fiche de poste, tout ce qui est réglementaire, etc. Et puis sur ce qu'elle repère au quotidien de ses activités de travail. Et là, ça permet de se concentrer vraiment sur le plaisir de ce que je fais dans mon travail va apparaître finalement quand je vais noter toutes ces activités. On va se recentrer vraiment sur le travail en tant que tel. Et donc, par rapport à ce que tu disais au niveau de l'inventaire, enfin de voir un petit peu le travail avec les partenaires, les relations positives, éventuellement moins positives avec les personnes, il y a aussi un outil que je pourrais également vous présenter qui s'appelle le génosociogramme, qui peut représenter justement les relations que l'on peut avoir avec les partenaires, si ces relations sont plutôt positives ou négatives. À l'occasion, je pourrais aussi faire une vidéo là-dessus. Oui, il y a quand même quelque chose que je voudrais juste souligner, cette espèce de triptyque aujourd'hui dans ce management qui est plutôt dans l'autogouvernance, qui va finalement s'intéresser à la part de l'autonomie et des responsabilités du travailleur, de la personne
qui est salariée, cette forme d'autonomie, de liberté qu'elle ressent finalement dans son travail, qui est aussi une part de responsabilité du côté de ce qui lui est confié comme tâche et qui parfois progressivement va se vivre du côté de la culpabilité parce que la personne ne se sent pas en capacité d'assumer tout ce qu'elle imagine de ses responsabilités. Voilà. Et dans cette façon d'horizontaliser les relations de travail, parfois là, il y a un péril du côté du rapport de la personne à l'autre, à sa hiérarchie, etc., qui est vécu en termes d'insuffisance. Oh là là, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait, c'est de ma faute. Voilà. Et de la culpabilité et de la honte naît souvent la souffrance au travail. La première peut-être chose à regarder, distinguer le travail des relations de travail, c'est aussi de bien identifier sa fonction, le rôle, la place que l'on a dans l'institution au regard du type d'organisation dans lequel on est, comme tu disais, soit de quelque chose de vertical, jusque-là quand même très, très tendance dans le management, à quelque chose d'horizontal qui apparaît de plus en plus dans les nouvelles organisations. La deuxième branche, tu nous parles de l'importance de différencier la souffrance de la maltraitance. Est-ce que tu peux rapidement, puisqu'on est dans la version courte? Oui, tout à fait. Oui, ça c'est un élément important, mais qui est effectivement assez rapide, c'est que la personne se présente souvent en souffrance, dans une plainte qui peut prendre des formes physiques ou simplement un sentiment d'être absolument épuisée et de ne pas être reconnue, de ne pas être prise en compte, donc une souffrance psychique plutôt, du côté de cette plainte et de cette colère qui a du mal à s'exprimer, de trouver les mots pour le dire. Donc du côté de la souffrance, ça ce serait le vécu de la personne, mais qui souvent s'exprime du côté de l'autre par rapport à des faits de maltraitance, comme si effectivement il y avait des faits avérés. Donc là l'idée ce serait d'objectiver un peu concrètement qu'est-ce qui fait dire à la personne qu'elle est en souffrance finalement. Qu'est-ce qui fait dire qu'elle est maltraitée? Ou qu'est-ce qui fait dire qu'elle est maltraitée? Voilà. Quels sont les faits avérés qui lui permettent de dire que là il y a quelque chose de grave qui se produit? Parce que parfois, elle est dans une forme d'outrance au niveau du vécu qui ne correspondent pas à des faits réellement maltraitants. Voilà. Et donc, du coup, d'identifier qu'est-ce qui peut-être peut venir de moi, objectivement, et qu'est-ce qui peut venir de l'autre. Du coup, à arriver à identifier, parce que quelquefois, on pense toujours, comme tu disais, que les choses viennent toujours de l'autre, alors qu'il y a forcément des choses qui viennent de nous aussi. Dans une relation, eh bien, on a sa part grandement. Donc, qu'est-ce qui est de ma part et éventuellement, qu'est-ce qui est de la part de l'autre dans ce qui est vécu, dans des faits précis? Ce serait ça. Oui, c'est-à-dire que c'est aussi l'idée que si tu veux, on ne peut pas accéder au réel sans passer par nos sens et notre subjectivité. Donc on n'a accès qu'à une part du réel des choses. Et on accède par nos 5 sens et par nos représentations, nos conceptions et nos sentiments. Donc finalement, on peut avoir une représentation en termes de vécu très subjectif qui est extrêmement grave, alors que la réalité objective, même si la réalité objective ça n'existe pas, on n'a justement qu'une forme de réalité subjective, puisqu'on est des sujets qui appréhendons cette réalité-là. Voilà, d'essayer de recadrer, de reconfigurer un peu plus objectivement ce qui se passe dans les faits avérés au niveau de l'organisation et des relations de travail. Ok, donc du coup, différencier souffrance, éventuellement de maltraitance, ce qui vient de moi, ce qui vient de l'autre, et objectiver. Exactement. La troisième branche, éventuellement, le troisième élément qui paraît important, ce serait donc pour toi d'identifier en termes de temps, quantifier les tâches qui sont désagréables, qui sont plutôt neutres, j'ai envie de dire, ou qui sont agréables. Est-ce que tu peux expliquer rapidement? Oui, alors ça c'est un petit outil, mais que je trouve très utile. C'est proposer à la personne pendant un mois par exemple, d'identifier au niveau du temps de travail, vraiment, les moments où elle est pleinement épanouie dans son travail, où ce qu'elle fait a du sens et où elle se sent à sa place, où là vraiment le travail est un pur plaisir. Les temps où finalement la tâche n'est pas intéressante, mais où c'est normal, dans tout travail, il y a des moments où
on ne se réjouit pas vraiment d'être là, mais où finalement il y a un plaisir suffisant qui va surgir dans les relations de travail, dans les moments de cordialité, dans tous les espaces interstitiels aussi. Finalement, c'est du temps de travail qui permet que ce soit tout à fait supportable, où il n'y a pas de désagrément majeur, et puis des temps où vraiment il y a une souffrance au travail, où c'est insupportable. Parce que souvent, on s'aperçoit qu'il y a une fixation sur ces moments vraiment laborieux, épouvantables, où la personne se sent complètement en souffrance, mais qui sont des temps qui sont finalement pas si importants quantitativement. Voilà. Et ça permet de relativiser un peu le vécu quand on réalise que sur un mois, finalement, il y a peut-être 1 heure par jour de tâches absolument insupportables, mais que ce n'est pas du tout l'entièreté du temps. Ça permet de relativiser beaucoup ce qui se passe et de se concentrer plutôt sur les beaux moments ou sur les moments un peu banals où les tâches sont peut-être répétitives, elles n'ont pas de sens en soi, mais où on peut redonner du sens à son travail en faisant ça en même temps qu'on va discuter avec des collègues ou par rapport à des moments comme ça un peu interstitiels qui vont finalement redonner du plaisir au travail. Donc du coup, porter son attention plutôt aussi sur les choses qui sont agréables ou neutres et aussi voir que finalement les tâches désagréables sont peut-être pas si importantes que ça, et si elles sont importantes, voir comment on peut mettre en place des pistes d'action pour qu'elles le soient moins éventuellement. Oui, tout à fait. Ensuite, donc, au niveau de la quatrième chose que tu peux travailler avec les personnes que tu reçois donc, dans ton cabinet dans le Gard, c'est donc la question de l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Oui, alors ça c'est aussi un élément important, c'est que souvent les personnes viennent me voir à partir d'une demande qui concerne leur vie au travail, leur souffrance au travail, et on s'aperçoit qu'il y a des liens, évidemment, entre identité personnelle et identité professionnelle, et qu'il y a des sortes de vases communicants entre des difficultés personnelles et des difficultés au travail. Voilà. C'est-à-dire que quand on a une vie personnelle épanouie, eh bien souvent les difficultés au travail paraissent presque banales et en tout cas tout à fait supportables, secondaires. C'est ça, exactement. Et donc, quand il y a comme ça l'expression d'une souffrance au travail qui est vive, qui s'exprime dans des formes de plaintes et de symptômes parfois graves, même de l'ordre de la psychopathologie ou des façons de somatiser des problématiques, ben, ça vaut le coup d'aller voir du côté de la vie personnelle, même si ce n'est pas ça qui entre dans la demande première, parce que parfois, finalement, c'est plutôt sur ce versant-là que quelque chose peut se travailler. Là encore aussi du côté de l'idéal, un peu de ce qu'on imagine que devrait être la vraie vie. Donc de reprendre un peu ces bases-là du côté de la construction de l'identité pour essayer de revisiter, je dirais, ce qui peut être de l'ordre de l'épanouissement personnel et des attentes. Parce que souvent, c'est vrai qu'il y a une forme d'attente un peu mythique de ce que devrait être la vraie vie. Et aussi revisiter un peu cette partition entre travail et vacances, parce que je trouve que là encore, il faut remettre un peu de souplesse, je crois, dans ces espaces-là. Alors bon, on est dans une époque aujourd'hui où le télétravail a rajouté une complexité, je dirais, parce qu'à la fois le télétravail, ça permet de ne plus faire parfois de longs trajets, ça permet de manger avec son conjoint ou avec son enfant à midi. Donc là, il y a une souplesse et il y a quelque chose de positif dans le télétravail qui a surgi et qui est vraiment à regarder et garder en tête aussi tous ces avantages finalement procurés par le télétravail. Mais en même temps, il y a une espèce de confusion sur laquelle il faut être vigilant parce que il ne faudrait pas donner non plus trop de place à ces fameuses urgences, parce qu'il y a souvent une pression des mails qui arrivent et on se dit il faut que je traite ça tout de suite parce que c'est mon chef qui m'envoie ce message, donc ça doit être traité dans l'heure, c'est comme ça que les autres font. C'est pas sûr, mais c'est l'idée qu'on peut s'en faire aussi, donc de revisiter un peu cette partition entre travail et vie personnelle, ça me paraît important. Et puis effectivement mettre du cadre aussi. C'est ça. C'est important. Poser des limites, ouais. Ensuite, la cinquième partie qui paraît importante, en tout cas que tu travailles aussi avec les personnes que tu accompagnes, c'est la question quel est le pouvoir d'agir qu'ils ont dans le travail qu'ils font. Oui, alors ça c'est vraiment l'idée que souvent la revendication
est un peu floue parce qu'on s'imagine qu'on manque de pouvoir d'agir et on se dit non mais c'est incroyable, je ne peux rien faire, j'ai les pieds et poings liés, je ne peux plus être créatif dans mon travail, on me demande d'être un pur agent d'exécution, etc. Voilà, ce sentiment d'être pieds et poings liés par l'institution et par des modes de gouvernance. Et ça, je crois que c'est important de resituer qu'en tant que salarié, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas tout pouvoir, mais qu'à vouloir trop demander finalement, à ne pas voir justement en termes de fonction où est ma place, à vouloir tout avoir, on n'obtient rien. Et qu'il vaut mieux reconfigurer effectivement, reclarifier quelle est ma place, quel est mon pouvoir d'agir dans cet espace-là, qui est du côté de mes missions et de mes fonctions, que je vais pouvoir reprendre confiance finalement dans ma possibilité créative. Donc remettre un peu le désir à sa place finalement, même si effectivement le désir il est infini, il y aura toujours cette tentation de demander toujours plus, voilà, mais de resituer un peu mon cadre de travail et l'espace des potentiels pour réactiver, je dirais, en termes de stratégie dans l'organisation, ma place d'acteur. Voilà, je ne suis pas le décideur principal, oui, d'accord, je suis salarié, je suis assujetti à une organisation, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de pouvoir. Il vaut mieux reconfigurer ma place avec plus d'objectivité dans cet espace de contrainte, mais qui est aussi un espace d'opportunité, hein, voilà, pour redonner cette place au pouvoir d'agir et à mon désir finalement qui peut trouver sa voie dans les interstices. Et là, il y a un plaisir de penser ensemble aussi en termes d'analyse stratégique. Quelle est ma place d'acteur? Parce que j'ai toujours, dans toute organisation qui se présente même comme complètement fermée ou obtuse, il y a des zones d'incertitude où je vais pouvoir retrouver de la créativité, du pouvoir d'agir. Bien, eh bien, je te remercie. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, nous avons fait une version longue. Bon, celle-ci est déjà un petit peu longue, mais voilà, une version longue que vous pouvez tout à fait regarder. À la fin de la vidéo, vous verrez, je mettrai donc le lien pour la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la clochette pour les notifications, à mettre un j'aime. Nous ferons d'autres vidéos encore sur la souffrance et surtout le bien-être au travail. Donc Patricia Vallée, eh bien, je te remercie d'être intervenue. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.